Un rejet politique gravé sur l'argile, l'ostracisme par l'ostracon. Dans ce numéro, Patrick Boucheron invite l'historien Paulin Ismard avant de retrouver la chronique de Manon Bril. Et si l'on parlait aujourd'hui de rebut, de déchets, si l'on faisait l'histoire de tout ce que l'on rejette, à Athènes, sur l'Acropole ou ses abords, les archéologues trouvent par milliers des ostracas. C'est ainsi que les Grecs appelaient ces pauvres objets, ces débris. Ça pouvait être un tesson de céramique ou un simple éclat de pierre, mais où ils avaient incisé le nom du magistrat, en règle générale, qu'ils voulaient exclure de la cité, qu'ils voulaient ostraciser, soit parce qu'il s'était montré trop important, soit parce qu'il s'était mal comporté. Avec les ostracas, nous ne sommes pas dans la grande histoire de l'écriture monumentale, celle qui s'affiche sur les frontons des édifices, sur les tombeaux, sur les monnaies, et qui chante la gloire des grands hommes. Non, nous sommes dans l'histoire matérielle de l'exclusion politique. Nous sommes dans l'invention des pratiques démocratiques de l'Athènes du Ve siècle. Pour nous en parler, un spécialiste de l'anthropologie politique en Grèce ancienne, Paulin Ismard. La démocratie, en son origine, au moment où elle s'invente, à la fin du VIe siècle, elle se construit contre la tyrannie, contre les régimes tyranniques qui ont dominé une grande partie du monde des cités grecques dans le courant du VIe siècle. Et sans doute une des premières vocations de l'ostracisme, c'est d'empêcher un retour des tyrans. Mais la procédure, telle qu'elle va ensuite fonctionner pendant tout le Ve siècle, permet véritablement au peuple athénien de contrôler l'élite. Cette procédure de l'ostracisme ne surgit pas n'importe où. Athènes, à la fin du VIe siècle avant notre ère, est le berceau des premières institutions démocratiques de l'histoire. La cité regroupe les quelques 150 000 habitants que compte alors l'Attique, parmi lesquels 30 000 citoyens participent activement à la vie politique. Certains sont tirés au sort pour préparer les lois et surveiller leur application, et tous siègent à l'Ecclésia, l'Assemblée générale des citoyens chargée d'élire les magistrats et d'ostraciser les Athéniens devenus trop dangereux. Alors en quoi consistait cette procédure ? En fait, chaque année, au mois de janvier, les Athéniens se réunissaient à l'Assemblée et ils décidaient par un vote à main levée si ça valait la peine, cette année-là, ou s'il était urgent, nécessaire, d'exclure un individu à Athènes parce qu'il aspirait au pouvoir personnel ou parce qu'il mettait en danger le fonctionnement des institutions démocratiques. Si une majorité d'Athéniens se votait en faveur de la procédure d'ostracisme, celle-ci était organisée, donc la procédure se déroulait en 2 temps, celle-ci était organisée 2 mois plus tard. Les Athéniens se rendaient sur l'agora et ils devaient graver, inciser sur un morceau de tesson, un ostrakon, des ostracas, le nom de l'individu qui leur paraissait mettre en danger le régime démocratique et donc qui méritait d'être exclu de la cité. L'ostracisme ne s'accompagne pas d'une indignité pour l'individu qui a été ostracisé. Ces hommes doivent quitter la cité pendant 10 ans. Ils perdent provisoirement leurs droits politiques de citoyens, mais leurs biens ne sont pas concernés, ils ne sont pas confisqués. Et souvent, quand ils reviennent dans la cité, ils retrouvent leurs droits politiques et puis très souvent aussi leur prééminence sociale. On vote l'exil d'individus, souvent puissants, renommés, importants dans la cité, et puis en cas de danger, on les rappelle très vite. C'est le cas d'Aristide, très grand homme politique athénien des années 480, qui est ostracisé en 483, et qui, au moment de la Seconde Guerre médique, donc 3 ans plus tard, au moment où les armées perses se dirigent vers l'Attique, est rappelé par la cité d'Athènes, et qui est réélu stratège, et donc qui va conduire les troupes athéniennes à la victoire lors de la bataille de Platée en 479.
des individus puissants à Athènes, membres de l'élite sociale et politique athénienne, qui vont être ostracisés. Il y en a de très nombreux tout au long du Ve siècle. Et plusieurs sources littéraires anciennes nous indiquent que le dernier homme à avoir été ostracisé, c'est un certain Hyperbolos. On est en 416 avant notre ère, et voilà donc le dernier homme qui aurait été ostracisé par les Athéniens. Pendant tout le IVe siècle, on continue à se rassembler tous les ans, au mois de janvier, pour décider si on va ostraciser ou pas un individu. Si on en croit les textes anciens, et ça n'a pas jamais été démenti par l'archéologie, effectivement, tout au long du IVe siècle, on n'ostracise personne. Le simple fait que cette procédure existe constitue une menace importante pour l'élite sociale et politique athénienne, qui est toujours potentiellement sous la menace de l'ostracisme. C'est une procédure aussi qui rappelle le pouvoir déterminant qui est toujours entre les mains du peuple, que le peuple exerce aux dépens de sa classe dirigeante. Cette procédure, on la connaît évidemment par de nombreux textes des auteurs anciens. Aristote, Plutarque, Thucydide, mais d'une certaine façon, pour comprendre le plus justement possible ce dont il était question, heureusement, on a l'archéologie. Heureusement, on a tous ces ostracas, tous ces tessons qui ont donné leur nom à la procédure. Avec la Renaissance, puis surtout à partir du XVIIIe siècle, la Grèce antique devient la référence obligée de toute l'Europe. Un ancêtre commun dont on imite les arts, dont se réclament révolutionnaires et romantiques, et dont les archéologues ne tardent pas à explorer le sol. Dans cette quête des origines, qui prend à la fin du XIXe siècle des allures de compétition internationale, les grandes puissances se partagent la Grèce en concessions archéologiques. Délos et Delphes pour la France, Olympie, Thèbes et Samos pour l'Allemagne, à l'Angleterre, Sparte et Mégalopolis. Les États-Unis se réservent la part du lion, les fouilles d'Athènes. À la plus grande démocratie du XXe siècle doit revenir le privilège de mettre au jour les origines mêmes du système démocratique. C'est là qu'au début des années 1930, ils découvrent sur l'Agora les premiers dépôts d'ostracas. Les ostracas, ils ont été découverts sur le site de l'ancienne Athènes, à la fois sur l'Agora et en bordure de l'Agora, dans le grand cimetière athénien qu'est le Céramique. En tout, ça représente quand même, d'un point de vue archéologique, une somme considérable. On parle de 13 000 tessons. Ils pouvaient être de nature très différente, mais ils étaient à chaque fois de petite taille. C'est-à-dire que c'est des pièces qui tiennent dans la main et sur lesquelles on grave le nom d'un individu. Donc ça dépasse rarement une vingtaine de centimètres. Parfois, on écrit sur des tessons qui proviennent de céramique peinte, et parfois de vases qui ont été peints. Et puis on a aussi très souvent des ostracas qui proviennent de céramique beaucoup plus commune, où il n'y a pas de traces de peinture dessus. Mais à chaque fois, c'est le nom d'un individu qui a été incisé par un Athénien. Quelques ostracas, et c'est très intéressant, présentent aussi des images. C'est-à-dire qu'à côté du nom de l'individu, on a représenté parfois un serpent, parfois un chien, qui sont censés désigner, sous une forme injurieuse, l'individu qu'on voulait voir ostracisé. Alors cet ostracon, il est particulièrement intéressant. Il fait partie des ostracas injurieux. On lit le nom de Simon, fils de Miltiade. Il s'agit d'un personnage, d'un homme politique athénien de premier plan dans les années 470-460, appartenant à une très grande famille athénienne. Et puis, à la suite du nom, Simon, fils de Miltiade, on lit « Elpiniken, Labone, Ito ». Littéralement, Simon, fils de Miltiade, prend Elpiniké et casse-toi, va-t'en, pars, quitte la cité. Qu'est-ce que nous explique Plutarque dans la vie de Simon ? Tout simplement que dans la cité d'Athènes couraient des accusations extrêmement graves contre Simon. On l'accusait d'entretenir des relations incestueuses avec sa sœur. Et sa sœur, c'est précisément cette Elpiniké dont il est question sur cet ostracon.
les mœurs de chacun des citoyens athéniens, et en particulier des grands hommes, de ceux qui sont scrutés, font pleinement partie du champ politique. Donc des accusations sur les mœurs de tel ou tel grand homme, en fait, étaient très courantes, étaient très banales dans le fonctionnement de la vie politique athénienne. Comment contrôler les élites? Cette question a trouvé au fil des siècles d'autres solutions que l'ostracisme. La République romaine invente contre le pouvoir des consuls et du Sénat les tribuns de la plèbe, intouchables et chargés de défendre les simples plébéiens. Au début du XVIe siècle, Machiavel propose encore de s'inspirer de cette institution, meilleur moyen d'éviter l'arrogance des grands. L'Italie où il vit a trouvé, depuis la fin du Moyen-Âge, un autre remède à la confiscation du pouvoir, le tirage au sort des charges politiques. Une solution que plusieurs voix préconisent aujourd'hui pour pallier les imperfections du système représentatif, objet depuis la Révolution française de débats houleux. Comment s'assurer que les élus du peuple mènent bien la politique pour laquelle on les a élus? À la fin des années 1860, la gauche invente le mandat impératif. Le candidat accepte de se soumettre à un programme et doit régulièrement rendre des comptes à ses électeurs. Vaine tentative. Seules demeurent désormais les professions de foi pour rappeler leurs responsabilités aux élus. Une épée de Damoclès moins dissuasive sans doute que celle des ostracas athéniens. S'il y a bien quelque chose qui caractérise le monde des cités grecques, c'est un usage massif, public, de l'écriture. On grave tout le temps et on expose de l'écriture dans des espaces publics en permanence. Pendant très longtemps, les historiens ont pensé que cet usage public de l'écriture avait partie liée avec l'histoire de la démocratie. Puisque c'est l'idée de rendre public des décisions, de les rendre accessibles aux yeux de tous. En réalité, une des grandes difficultés à laquelle on est confronté, c'est quand même celle de savoir, mais combien de Grecs dans une cité du 5e siècle ou du 2e siècle avant notre ère étaient capables de lire? Est-ce que graver des textes, c'était forcément les rendre accessibles à tous? Et de ce point de vue-là, la question qui est celle du niveau d'alphabétisation des cités grecques est une question très très importante pour les historiens. On a 13 000 ostracas, et plus de 10% de ces ostracas concernent Thémistocle. Là, on voit très bien que c'est le même individu qui a gravé à chaque fois Thémistoclès, fils de Néoclès. Voilà, on reconnaît bien la même main. Est-ce que ça signifie que des groupes politiques distribuaient à l'entrée de l'agora d'Athènes ces tessons aux Athéniens pour qu'ils excluent un tel ou un tel? L'autre question, évidemment, c'est celle de savoir si un même individu peut graver plusieurs ostracas. Est-ce que c'est tout simplement parce que nombre d'Athéniens n'étaient pas en mesure d'écrire? On n'avait pas la maîtrise de l'écriture et peut-être même aussi de la lecture. Faire l'histoire des ostracas athéniens et l'histoire de l'ostracisme à Athènes, c'est d'une certaine façon mesurer la distance qui nous sépare de ce qui a été la première expérience démocratique de notre histoire, l'Athènes des 5e et 4e siècles. Des hommes se réunissent sur l'agora d'Athènes et ils décident d'exclure pour 10 ans un des leurs qui n'a pas le droit de se défendre. Bon, de ce point de vue-là, il y a une certaine violence dans la procédure qui peut nous heurter. En même temps, l'ostracisme nous rappelle qu'au cœur du fonctionnement de la démocratie athénienne, il y a l'idée de ce peuple souverain qui exerce un contrôle absolu sur sa classe dirigeante. Étudier l'ostracisme et plus largement la démocratie athénienne, c'est aussi faire l'expérience de la dissonance ou d'une dissonance entre ce qu'a été la démocratie ancienne et notre propre conception de la démocratie. Et maintenant, Manon Bril déjoue la frontière entre histoire et culture populaire. Quel serait l'héritier de l'ostracone de nos jours? Ne cherchez plus, c'est Koh-Lanta. Non mais si, attendez, ce parallèle n'est pas aussi bête qu'il en a l'air. Dans la télé-réalité, il faut éliminer au fur et à mesure les candidats qui sont nominés. Si régulièrement c'est un jury ou les téléspectateurs qui votent pour les éliminer, dans Koh-Lanta, c'est le groupe des concernés qui élimine lui-même l'un de ses membres. Et ceci précisément en inscrivant son nom sur un objet, en l'occurrence un papier, recueilli dans une urne. Celui ou celle dont le nom revient en majorité est alors exclu du groupe, sorti de l'aventure, ne peut plus participer à la vie de la communauté et
doit se retirer du site de l'émission. Certains d'entre eux vivent assez mal l'éphémérité de leur popularité qui explose d'un coup pour retomber dans l'oubli quelques mois ou quelques années après. Alors, et tout comme dans la démocratie athénienne, cette exclusion peut n'être que temporaire car, en raison des conséquences très fortes que l'on a mentionnées, plusieurs candidats reviennent, s'ils le peuvent, participer à d'autres saisons ou d'autres émissions de télé-réalité. L'ostracisation par nomination n'est plus un outil politique du citoyen, elle est devenue un instrument de divertissement tout en gardant un grand impact sur la vie du nominé. Voilà ce que donne à comprendre aujourd'hui encore ces vestiges archéologiques de l'exclusion politique que sont les ostraca. Ils nous permettent de mesurer la distance qui nous sépare de l'Athènes démocratique du 5e siècle. Si elle est encore bonne à penser pour nous aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'elle serait un réservoir de solutions toutes faites. Non, c'est parce qu'elle est une collection de problèmes. Or, le problème de toute démocratie, c'est l'attirance pour la tyrannie. Et au moment où les Athéniens votaient pour exclure les puissants par l'ostracisme, ils faisaient jouer dans leur théâtre cette menace qu'ils conjuraient dans la tragédie politique. C'est pourquoi nous pouvons encore lire aujourd'hui l'Oedipe-Roi de Sophocle, pièce terrible qui montre comment le crime d'un roi parricide et incestueux fait peser la menace de la malédiction sur la cité.